Librairie L'Écuyer, fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Aujourd'hui, nous rencontrons Pierre Sévigny, que vous connaissez probablement, qui a travaillé à la TV-CRA pendant une quinzaine d'années. Là, aujourd'hui, il est ici comme lecteur. On le rencontre pour voir quelles ont été ses dernières lectures. Bonjour Pierre. Bonjour Micheline. Bon, on veut connaître tes loisirs en dehors de tes participations à la télé. On va voir quels sont tes goûts. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Commencera en disant que je suis un grand amateur de polar. OK. Et bien que j'en ai pas lu au cours des 2 dernières années, moi, mon auteur préféré, c'est un Américain, John Grisham. OK. Ça, là, nomme les titres de ses volumes. S'ils sont traduits en français, je les ai probablement tous lus. Par contre, au Québec, dans les polars, il y a Martin Michaud. Oui. On ne peut pas passer à côté. Non! Et Martin Michaud, je le connaissais peu ou pas. Puis une journée, je suis passé à la librairie L'Écuyer. Et Sophie, elle avait mis en vente 3 volumes. C'est un kit de 3 volumes okay, oui. de Martin Michaud. Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, La chorale du diable, et je me souviens. J'ai lu ça, là, ces 3-là. Je les ai dévorés. J'ai aimé beaucoup Victor Lessard, oui. l'enquêteur, oui. mais j'ai beaucoup aimé aussi Jacinthe Taillon, oui. la Taillon. Et la façon que Martin Michaud la décrit, elle, c'est pas du monde. Oui. Et tellement que je n'ai... Puis il y a une série de télévision, hein, je pense que c'est à la TVA. Je sais pas où, en tout cas, oui. Mais moi, je ne l'ai pas écouté volontairement parce que, encore aujourd'hui... Tu te l'as fait dans ta tête, hein? Je ne suis pas capable de m'imaginer que Julie Le Breton peut être Jacinthe Taillon. Mais ça arrive souvent, ça, dans des livres qu'on lit. On s'imagine le personnage, puis quand on voit la série, en tout cas moi, je suis souvent déçue. Ben oui, hein, parce qu'un livre, on se fait notre film dans notre tête. Alors pour moi, Julie Le Breton, qui est une excellente comédienne, je ne suis pas capable de la voir dans la Jacinthe Taillon. Alors, jusqu'à présent, je me suis abstenu, mais je devrais peut-être au moins écouter un épisode, puis voir après. Ce que tu en penses. Oui, ce que j'en pense. Mais souvent le livre va nous satisfaire plus que l'émission. Parce que dans un livre, il y a des détails que dans l'émission, des intrigues secondaires que dans l'émission sont obligés d'éliminer. Et Martin Michaud, je trouve qu'il y a une belle écriture. Oui. Puis il y a le tour de nous amener ailleurs où on devrait aller. Oui, puis exactement. on se fait prendre, mais c'est tellement bien. Et j'aime beaucoup, moi, l'interaction entre Victor et Jacinthe, qui sont... ça vient donner des rebondissements à ces histoires qu'on s'attend pas. Qui sont un peu sanglantes, hein, très souvent. Oui, mais c'est des romans policiers. C'est ça. En tout cas, moi, c'est un genre comme toi, que j'aime beaucoup. Ah oui. C'est très intéressant. J'aime beaucoup aussi, je ne sais pas si tu en as déjà lu, dans les auteurs scandinaves. J'en ai lu un. J'ai oublié de le marquer dans ma liste. Non, c'est pas grave. Mais j'en ai lu 2, c'est-à-dire, là, je ne me souviens plus des titres, là, mais il y a une histoire, là, ça se déroule dans un village où tout le monde est mort. Et c'est le Chinois, je pense, ça s'intitule. Ça, c'est Joe Nesbo. Oui. Je l'ai lu là, au cours de mes 2 ans, mais j'ai oublié de l'indiquer dans ma liste. C'est pas grave. C'est pas un répertoire qu'on fait, on jase. Oui, c'est ça. Un que j'ai beaucoup aimé, moi, dans les auteurs scandinaves, c'est Jussi Adler-Olsen. Ah, je ne la connais pas. C'est vraiment... Si tu as l'occasion d'en voir, OK, Olsen. Adler, A-D-L-E-R, trait d'union, Olsen, O-L-S-E-N. Il y a 7 ou 8 qui en ont. Ça se passe
Là, je suis rendu que c'est moi qui parle, mais en tout cas. Ah, c'est pas grave, hein? On est là pour échanger. Ça se passe dans un poste de police, mais l'enquêteur qu'on voit fait ce qu'il appelle dans les polars des cold cases, là, des cas qui n'ont pas été résolus. Ah Et oui. il est dans le sous-sol du poste de police. C'est quelque chose de pas important. Mais c'est toujours des choses comme ça sur lesquelles il va enquêter. Ah, ben, Puis avec lui, il y a une secrétaire, puis il y a un autre enquêteur qui est arabe et qui est un peu bizarre aussi. Ah, Fait bon, que ben, c'est je vais- vraiment intéressant. Je vais le prendre en note. Bon, et puis, on continue je vais aller à la bibliothèque, au cégep, ils doivent avoir ça. Oui, il y en a plusieurs. Puis si tu es capable, c'est pas obligatoire, mais de les lire dans l'ordre, Oui. tu vois toujours l'évolution C'est ça, du oui. personnage principal. Bon, on continue tes affaires. Bon, dans les polars, il y a André Jacques. OK. Pour moi, qui est un incontournable. André, qui enseignait au cégep de Oui. Thetford, qui est un gars qui demeurait, c'est un gars de Guard Bay, Beaulac, là. OK. Et moi, il y a le dernier qui est ici, là, Les Gouffres du Quartz, ça a été sorti, ça fait pas un an, là. Curiosité. C'est son Carte. septième. Carte, ça veut dire quoi? C'est un endroit, il faudrait que je regarde en Non, arrière de la jaquette, là, mais Je voulais pas t'embêter. là. c'est un lieu. C'est un lieu, OK. Oui. Et OK. moi, André, là, lui, il met en vedette Alexandre Jobin, qui est un antiquaire à Montréal, Oui, mais j'en qui ai est lu un le livre. retraité des services secrets de l'armée canadienne. Puis on a besoin de lui de temps en temps, je présume. Aïe, il est toujours le nez fourré partout, là. Puis ça part très souvent de sa boutique d'antique, Ah bon? OK. antiquaire. Et moi, là, j'ai lu les 6 premiers. Et le premier que j'ai lu, c'est Les Lions rampants, puis c'est Bruno Bédard qui enseignait au cégep, qui était ami avec André. OK. Et Bruno, à un moment donné, a été le correcteur, un des correcteurs des textes livres, d'André. des textes d'André. Et Bruno et moi, on faisait du théâtre ensemble. Et à un moment donné, il me dit, puis il savait que j'étais amateur de polar, il dit, tu devrais, il dit, aller chercher Les Lions rampants de André Jacques. André Jacques, je dis oui. Et j'ai été le chercher et je l'ai lu, là. Comme j'ai dit à des gens, là, si vous commencez à lire son livre, là, prévoyez du temps en avant. Si vous avez juste 10 minutes, commencez pas. Ah bon? OK? Bon. Et depuis ce temps-là, là aujourd'hui, celui-là, c'est le 7e. Et à partir du 5e, j'ai trouvé qu'il y avait un nouveau rebondissement, un peu comme Martin Michaud. OK. Dans le 5e, qui s'intitule La bataille de Pavie. OK. Et ça, là, c'est le titre d'une toile, mais c'est également le prénom de sa fille. Puis il a appris qu'il y avait une fille. Ah, il ne savait pas. et qui est un peu particulière, disons. Ça veut dire quoi exactement? Oh, elle est rock'n'roll, pas à peu près. OK. Et depuis le 5e roman, dans le 6e également, et dans le 7e, Pavie est là. Et mon Dieu, que ça fait du bien de l'avoir. Ah bon, OK. Et comme j'ai écrit à André, ta tranchante Pavie. Alors, ceux qui l'ont lu vont savoir pourquoi que je dis ça comme ça. Ah bon? Est-ce que tu l'as lu, celui-là? Ah oui, Oui? je l'ai lu. T'as aimé? Oui. Je vais te dire, les 7 volumes d'André, je les ai aimés tous les 7. Une anecdote, c'est le 2e, ça s'intitule La commanderie. Et la plupart du temps, ça se déroule en Provence. OK. Puis la commanderie, c'est un genre de secte. Ah, OK. Et il y a situé la commanderie dans un petit village en Provence. Alors moi, j'ai lu le livre avec la carte de Provence sous les genoux et je n'ai jamais été capable de situer précisément où était le village. J'ai été sur Google Maps, j'ai grossi je cherchais, puis je savais dans quel coin, là, parce qu'il nommait des villages avoisinants, tout ça, qui existent, mais celui-là, je ne l'ai jamais trouvé. Alors, un jour, André est à Thetford, je le croise, puis j'y parle de ça. Et là, il se met à rire. Il dit, je l'ai inventé. Il est dans tel secteur, mais il n'existe pas. Il n'est pas là. Il est alors, là, mais il je n'est ne pouvais pas pas là. le trouver. André, bon, c'est un livre québécois. Puis parmi les Québécois aussi, au cours des 2 dernières années, j'ai lu, moi, du Michel Tremblay, là,
tout ce qu'il a écrit, que ce soit en pièce de théâtre ou en volume, en roman, j'ai tout lu. Et au cours des 2 dernières années, bon, ben, j'ai lu Victoire, sa grand-mère, j'ai lu Le Passage oublié et j'ai lu aussi Les 23 secrets bien gardés. Les 23 secrets bien gardés, là, c'est toutes des petites histoires qui racontent toutes sortes d'anecdotes dans sa jeunesse. OK. C'est très, très, très croustillant. C'est vraiment le fun. Puis, parmi les Québécois, il y a Mario Girard qui a écrit un beau volume sur les belles-sœurs, juste sur les belles-sœurs de Michel Tremblay. Vraiment très intéressant à lire, là. Toute l'histoire, toute la genèse des belles-sœurs est dans ça. C'est vraiment un beau livre, très bien illustré, grand format. Je pense que c'est les éditions La Presse qui... OK. J'ai lu aussi, puis je l'ai apporté, qui est sorti, là, il est tout chaud, là, Le Promeneur de chèvres de Francine Ruel. Francine Ruel, ça, elle situe beaucoup ses histoires en Estrie, dans le Eastern Township, là. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, c'est bien écrit. Et moi, j'ai lu tous ses livres sur le bonheur, là, que ce soit Le bonheur est passé par là, Bonheur es-tu là, Maudit que le bonheur coûte cher, ou C'était ça le bonheur? Moi, je l'aime beaucoup. Oui. Et Le Promeneur de chèvres, ça, il vient se coller très bien avec les autres. OK. Même s'il n'y a pas le mot bonheur dans le titre, c'est dans le même genre. C'est dans le même esprit, c'est dans la même lignée. Moi, en tout cas, je l'ai aimé. C'est vrai que je suis un inconditionnel d'elle. Oui, mais quand on aime, c'est tout. Oui, hein? c'est ça. Ben voilà. J'ai également, je l'ai apporté celui-là, c'est On tue la une. Oui, le titre m'intrigue. Bon, c'est un titre journalistique. Oui. On a connu ça dans Scoop, quand il disait on tue la une, mais ça n'arrive jamais. Là, mais, c'est une expression pour dire on arrête d'imprimer le journal, parce qu'on corrige la page 1. Oui, on a une grosse nouvelle. Bon, alors, il y a 15 histoires qui ont été écrites par 16 personnes, 16 journalistes ou caricaturistes, qui racontent des histoires, mais qui nous met en lien avec le métier de journaliste. Ben alors, je l'ai lu à double titre, parce que moi, comme journaliste, comme lecteur, j'ai beaucoup aimé. Il y a des histoires qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Elles ne sont pas longues, ça se lit merveilleusement bien. Est-ce que c'est des faits, comment je dirais, des faits... C'est pas des faits vécus. C'est pas des faits vécus? C'est vraiment des histoires. Ah, OK. Mais des nouvelles. C'est cool. OK, une nouvelle, OK. Oui. Je ne l'ai pas apporté, mais j'ai lu aussi un livre qui a été écrit, puis je ne comprends pas comment ça se fait que c'est un Français qui l'a écrit, un monsieur Jean-Baptiste Pattier. Il a écrit un livre intitulé « Un reporter sur la libération ». C'est l'histoire du courriériste de guerre de Radio-Canada, Marcel Ouimet. Ah? Monsieur Ouimet, je ne sais pas si ça peut te dire quelque chose, mais il a été président de Radio-Canada à un moment donné. Ah oui, OK. Mais ça a été un courriériste de guerre dans la Deuxième Guerre mondiale. Et M. Pattier a eu la permission de la famille et il a écrit les péripéties de M. Ouimet en Europe à partir des lettres qu'il écrivait à sa femme. Et il en écrivait pratiquement tous les jours. Elle avait gardé toutes les lettres et les enfants ont accepté que M. Pattier, puis il y a des extraits des lettres, c'est vraiment intéressant. Ça nous donne un regard différent de la Deuxième Guerre mondiale. Puis il était à quel endroit? En France, en Allemagne? Il était tout partout. Partout? Il était partout? OK. Oui. Il est arrivé en Angleterre avant de traverser la Manche et puis tout ça. Là, il s'est promené. Vraiment un livre qui nous donne un regard différent sur la Deuxième Guerre mondiale. Par quelqu'un qui était là, il l'a vécu, lui. Sans se battre, là, qui était là. C'est ça. Oui. Il n'a pas été fait prisonnier? Non. OK. C'est vraiment intéressant, vraiment. Et c'est ça que je ne comprends pas, comment ça se fait que c'est un Français. Il ne donne pas d'explication sur ça? Oui, il en donne, mais je ne m'en souviens plus. Mais pas je grave. disais, moi, quand c'est Sylvie, ma femme, qui m'a donné ce cadeau-là.
parce qu'elle savait que, bon, ça pouvait m'intéresser. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire, comment ça qu'il n'y a pas eu personne au Québec qui a pensé à ça? Mais M. Patier avait un lien, là, à quelque part, là, que je me souviens, mais j'aurais peut-être... fallait qu'il y en ait un pour qu'il se soit fait comme ça. Mais c'est quand même spécial, hein, d'avoir écrit ça. Il nous reste combien de temps? Parce que moi, j'ai 2 coups de cœur, je voudrais... Ben, vas-y donc, avec tes coups de cœur. Oui? Oui. Ben, je vais te dire que j'ai lu aussi là, des auteurs que je connais. Louis Simard, qui a déjà resté dans la région, qui a travaillé au Courrier. C'est quoi le titre? La vieille maison. OK. Albert Bérubé, qui est un confrère de travail à la Tribune avec moi, Je tombe des nues, qui est une histoire qui se déroule au Mexique, où Albert vit très longtemps, très souvent. J'ai aussi Luc Gontier. J'ai ici là, Robert Blondin, pluriel. Robert Blondin, c'est un monsieur de Radio-Canada. Oui. Et moi, j'écoutais religieusement ses émissions dans les années 90. Et Luc, c'est un gars de Thetford. Et Luc a écrit une série aussi qui s'intitule Les drames du Québec, les hommes forts du Québec et les grands athlètes du Québec. Et Luc écrit très bien. Il y a Julie Nadeau aussi, la jeune Julie, là. Oui. J'ai son livre, je pense qu'ici. Non, il n'est pas ici. Non, tu l'as pas ici. J'ai menti parce que ça raconte une histoire romancée autour des World Trade Center. Oui. Et Mission, tuer Hitler. Oui. Et avec ce livre-là, elle a gagné le 3e prix du prix littéraire de la ville de Thetford, remis là, il y a ce pas printemps. longtemps, là. Et le 2e prix, c'est... je vais te le lire, là. C'est Frédéric Vachon avec le titre « Ataxie transhypnatique, l'évasion ». Et le 1er prix, Versaba, de Micheline Lévesque. Versaba, là, c'est une moseuse de belle histoire qui se déroule sur l'île Saint-Martin. Bon. Elle est venue d'ailleurs à l'émission nous en parler. Bien écrit, belle histoire. Très intéressant à lire. Bon, maintenant, tes coups de cœur. Hein? Il y en a un. Il y en a 2, là, je pense que tu avais dit. Bon. Oui, j'en ai 2. 2 coups de cœur en 2 ans. Oui, mais c'est parce que, comme tu peux voir, je les ai aimés. Oui. Mais le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Hey, ça, c'est le titre. Oui, oui. Comme tu peux voir, juste avec le titre, ça indique un peu l'esprit de cette... Déjà, ça fait bizarre. Ah, ça fait bizarre. Et c'est une amie qui est dans le même cercle littéraire que toi, France, qui me l'a fait lire. OK. Et j'ai salivé à force que c'est intéressant. C'est l'histoire, c'est un échange de lettres entre une journaliste de Londres et les gens de l'île de Guernsey qui, pendant la guerre, pour pouvoir sortir, parce qu'il était occupé par les Allemands, cette île-là, il s'était constitué un cercle littéraire, puis il l'appelait les épluchures de patates. Parce qu'il n'y avait personne qui lisait dans ça, mais c'était le prétexte pour sortir. En tout cas, c'est savoureux. C'est une histoire tellement drôle, tellement le fun. Ça n'arrive pas souvent, des livres drôles qui sont drôles. et je te dis, là, lis ça, tu vas te régaler. Et mon 2e coup de cœur, là, c'est Coucoum de Michel Jean. On en a beaucoup entendu parler. Bon. Moi, c'est mon frère qui me l'a donné au mois de juin l'année dernière pour souligner mes 75 ans. Et j'ai dit à Claude, tu sais pas jusqu'à quel point que tu m'as fait un beau cadeau. Bon. Quand j'ai eu fini de lire ça, là, Micheline, j'étais ému aux larmes. Peux-tu nous parler un petit peu, sans tout raconter, ce que ça comporte comme histoire? Ça raconte l'histoire de son arrière-grand-mère. OK. Et dans une écriture très bien, il écrit très bien, Michel Jean. Sa grand-mère, c'était pas à l'origine une autochtone, mais elle a marié un autochtone et puis elle a adopté la culture autochtone. Il restait dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Et dans l'histoire, il raconte qu'à chaque été ou chaque printemps, il partait puis il montait dans les montagnes pour aller à la chasse, à la pêche, pour faire des réserves. Il s'en allait vivre dans le bois, là, dans le bois pour faire des réserves pour l'hiver. OK. Jusqu'à temps que les compagnies deviennent propriétaires de ces forêts-là. OK, donc. Et qui les déboisent
Et là, eux autres, ils arrivent un été, là, un printemps pour monter, puis ils se font dire, tu n'as pas le droit de monter, tu n'es plus là. Retournez chez vous, à rien faire. Et aujourd'hui, on est surpris de voir, hein, on entend des gens, hey, les Autochtones sont toujours... C'est ça. On est responsable de ça, là. Et c'est tellement bien écrit, Micheline. Il n'y a pas personne qui est condamné, il n'accuse pas personne, il fait juste raconter l'histoire de son arrière-grand-mère. Mais nous, les Blancs, francophones, catholiques, nomme-là, là, quand tu lis ça, là, on avale de travers. Ah bon? Okay. Et ça me l'a fait découvrir, et j'ai lu 2 autres livres de lui. Et celui qui m'a ébranlé encore, c'est « Le vent en parle encore ». Et encore une fois, c'est une histoire sur les pensionnats pour les Autochtones. Dont on a beaucoup, beaucoup entendu Et ça, parler. là, ça a été écrit avant qu'on découvre là, oui? Oui, ça a été écrit. Mais là, c'est une réédition, parce que là, il est redevenu dans l'actualité à cause des découvertes qu'on fait, là, des tombes. Ah, puis ça avait été écrit avant? Oui. Je ne savais pas ça. Moi, là, Micheline, là, je te le dis, j'ai lu ce livre-là, là, j'avais le feu qui me sortait à quelque part. Ça n'a pas de bon sens que nous, les Québécois, que les prêtres, que les religieux ont abusé de ces gens-là. Puis quand je dis mot abusé, là, dans tous les sens du terme. C'est effrayant. Moi, je lisais ça, là, puis à un moment donné, je lisais des extraits à Sylvie, puis j'étais enragé. Il a écrit d'autres livres, cet auteur-là. J'ai lu aussi, puis j'ai lu un roman qui s'intitule « Une vie à aimer ». C'est l'histoire d'un journaliste québécois de la télévision qui s'en va faire une enquête à Haïti sur le trafic de drogue qui implique le président haïtien. Ah, OK. Comment il s'appelait, celui qui est le prêtre, là, Aristide? Oui, bon, oui. Qui l'implique dans l'histoire. Dans l'histoire. Alors, mais c'est vraiment... c'est un roman. Oui. C'est pas des faits. Et encore là, c'est très bien écrit. Ce gars-là, j'ai été surpris. Je ne le connaissais pas. Ben, je le connaissais parce qu'on le voit à la télévision, à TVA. Mais je ne connaissais pas son écriture. Et quand son livre Coco m'a sorti, je n'ai pas eu le réflexe d'aller le lire. Mais mon frère m'a fait un cadeau. C'est quand tu l'as eu en cadeau. Ouais. Donc, c'est un cadeau que tu as vraiment apprécié. Ah, puis ça, Claude, il le sait que j'ai apprécié. Et là, j'ai reçu en cadeau, à Noël, le Père Noël m'a donné le dernier qui est sorti, là, ou c'est moi qui l'ai acheté. Ça s'intitule Tiotikake. C'est sur l'itinérance dans les rues de Montréal. Ah, l'itinérance chez les Autochtones. Chez les Autochtones. OK. Bon, bien, en tout cas, ça a été très intéressant. Je te remercie beaucoup. Et puis, au plaisir de se revoir quand tu auras d'autres lectures, parce que tu en as suffisamment. Ah, j'en ai quelques-uns à lire. Là. OK. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai lu. Le titre c'est La glace de John Rake, R-A-A-K-E. Cet auteur-là, c'est un scénariste norvégien qui a travaillé sur plusieurs films. La glace, c'est son premier roman. L'histoire, c'est Anna Aune. Bon, c'est pas les mêmes noms que nous autres, là, ça se passe dans les pays scandinaves. Donc, Anna Aune, qui est une ancienne membre des forces spéciales norvégiennes, a accepté, sur la suggestion de son père, d'accompagner le professeur Zakariansen au pôle Nord. Leur mission, c'est d'observer et de décrire les effets du réchauffement climatique sur la banquise. Le jour de la Toussaint, alors qu'ils sont à l'endroit où ils travaillent, la nuit arctique, parce que là c'est l'hiver, donc il fait nuit tout le temps, la nuit arctique est déchirée par la lueur d'une fusée de détresse tirée de la base voisine d'Isdragen. Ça, c'était une base de recherche chinoise qui était dans cet endroit-là, qui était quand même à une certaine distance des personnages. Anna et le professeur Zakariansen
qui se prénomme Daniel, sont les seuls à être très près, donc les seuls à pouvoir se rendre sur les lieux plus rapidement et tâcher de leur venir en aide ou venir en aide à celui qui a envoyé le signal. Le premier chapitre, là je retourne un petit peu en arrière, le premier chapitre nous raconte la marche d'un Chinois, Zan Hai, peu vêtu et qui fuit comme il le peut l'endroit où il était et surtout l'homme qui le suit. Il a froid et le seul objet qu'il porte est une fusée de détresse. Il réussit tout juste à éviter à un moment donné de tomber directement dans l'océan Arctique parce qu'il y a une faille dans la glace d'une dizaine de mètres de profondeur. Puis là, il entend derrière lui un plouf dans l'eau et une femelle ours polaire est tout près, il l'attaque. Et à ce moment-là, au moment où il meurt, presque comme par accident, il presse le déclencheur, la détente qui lance la fusée de détresse. C'est comme ça que Anne et Daniel se rendent à cet endroit-là. Ils se rendent à cet endroit-là sur un aéroglisseur et ils arrivent à la base chinoise et découvrent une vision d'horreur. Tout le monde, toutes les personnes qui sont là sont mortes et sont gelées. Il fait extrêmement froid. Et ils découvrent à un moment donné un qui était comme s'il était couché pour la nuit. Là. Lui, il n'est pas mort, là, il le soigne. Puis il arrive quelqu'un d'autre avec celui qui a lancé la fusée de détresse, il revient avec. Mais là, nous autres, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Les deux personnes-là sont les seuls survivants, plus Daniel et Anna. Anna veut enquêter, retrouver le meurtrier des personnes qui étaient là parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été assassinés. Ils ne sont pas juste morts gelés. On prend conscience d'une lutte sans merci pour s'approprier les richesses du Grand Nord, les richesses qu'il y a sous l'océan Arctique. Et à travers ça, Anna, qui a déjà, comme je l'ai dit au début, été membre des forces spéciales norvégiennes, elle a travaillé au Kosovo et il y a des feedbacks qui lui reviennent de tout ce qui s'est passé à cette époque-là et ça influence son comportement et ça influence son agir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis, la lecture, c'est d'abord la liberté. Merci.